on laisse les enfants dans leurs racines. L'idée, c'est surtout pas de les dénaturer, mais c'est d'essayer de les faire progresser dans des études qui déjà créent en eux une sorte de conflit de loyauté entre la vie villageoise qui est très communautaire et très solidaire, et puis en fait leur destin individuel, parce c'est eux qui font leurs études, c'est pas les petits frères et sœurs, c'est pas les parents. Donc du coup, forcément, ils ont une trajectoire qui est différente. Donc il faut les accompagner là-dedans. Aller à l'école, c'est un privilège. C'est-à-dire que pour les parents, à l'âge de 6 ans ou 7 ans, le réflexe n'est pas d'inscrire les enfants à l'école, c'est de s'occuper d'autre chose. C'est pas dans chaque village qu'il y a une école. Ils ne se seraient peut-être jamais croisés, et pourtant. D'un côté, des entrepreneurs, des dirigeants, des familles, décidés à donner plus de sens à leur réussite. De l'autre, des femmes et des hommes qui portent des projets d'intérêt général avec conviction et passion. C'est de leur rencontre que naît Voices for Philanthropy. Un podcast qui explore la philanthropie au-delà des chiffres et des apparences. Où l'on découvre des motivations profondes, des doutes parfois, et des instants de bascule. Des rencontres transformatrices. Un podcast porté par Rothschild & Co. Bonjour et bienvenue dans Voices for Philanthropy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux, entrepreneurs et porteurs de projets, qui transforment la société grâce à leur engagement pour des causes d'intérêt général. Je suis Claire Cram, responsable de la philanthropie chez Rothschild & Co, et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui deux personnalités issues d'univers très différents qui ont chacun, à leur manière, décidé de s'engager en faveur de l'éducation des enfants et des jeunes au Niger. Omar Ibrahim, diplômé de la magistrature en France et au Niger, haut magistrat au Niger et président de l'association GRIC, et Marie Mitterrand, à ma gauche, pluri-entrepreneur et fondatrice de la fondation Yara, les nouveaux constructeurs, sous l'égide de la fondation Caritas et d'une association éponyme qui agit dans le secteur de l'éducation au profit d'enfants défavorisés, en Afrique majoritairement, mais pas exclusivement. Bonsoir Claire. Bonsoir Claire. Ensemble, nous allons parler de transmission, de révélation, d'entrepreneuriat, mais également d'accès à l'éducation des jeunes et en particulier des filles. Marie, Omar, bonjour et bienvenue. Je vais peut-être commencer par vous présenter en quelques lignes. Tout d'abord, Marie. En 1994, tu crées une société de production de films avec ton mari. Tu vas diriger cette société jusqu'à la fin des années 2010 et vous compterez à votre actif plusieurs dizaines de documentaires. En parallèle de cette activité et de celle de maman, il ne faut pas oublier, puisque tu as 4 enfants, tu vas t'impliquer aux côtés de ton père, entrepreneur et fondateur d'un groupe de promotion immobilière, les Nouveaux Constructeurs, pour l'aider à animer les actions philanthropiques qu'il finance en Afrique. Tout à fait. En 2006, vous décidez de formaliser cet engagement et vous créez une fondation dédiée avec l'objectif d'améliorer les conditions d'accès à l'éducation, une éducation de qualité, aux enfants en situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, et nous y reviendrons, tu dédies une partie importante de ton temps à cette 100%. fondation et à l'écosystème que tu as développé en France, en Suisse et au Niger, tout en continuant à exercer tes fonctions de directrice générale de la holding familiale et de mandataire du groupe familial dirigé par ton frère. Tout à fait. Omar, de formation juridique, tu vas exercer plusieurs fonctions judiciaires auprès du Conseil d'État, de la Cour constitutionnelle et de l'Agence judiciaire du Niger. Actuellement magistrat à la Cour de cassation du Niger, tu t'impliques dans les activités de l'ONG GRIC jusqu'à en prendre la présidence pour t'impliquer sur le terrain et améliorer les conditions de scolarisation des enfants et des jeunes au Niger. Avant de parler de votre rencontre, j'aimerais revenir sur vos moteurs respectifs d'engagement pour la cause qui vous a réunis il y a bientôt 20 ans, puisque je crois qu'on fête cette année les 20 ans de la Fondation. Alors peut-être commencer par Marie, est-ce que tu peux revenir sur le choix de cette cause, l'éducation comme mission que vous donnez à la Fondation familiale et le choix du continent africain ? Tout à fait. Alors donc on fête en effet en 2026 les 20 ans. C'est vrai que ça paraît long, mais en fait ça a été très court. C'est passé vraiment très très vite. On a été tellement actifs. En fait, sur le plan familial, avec mon père, on a toujours voyagé, en particulier en Afrique. Il y a vraiment une histoire d'amour qui s'est créée avec le continent. Et c'était pas des voyages pour aller au bord de la plage, se bronzer. C'était toujours pour aller visiter des écoles, des hôpitaux, faire des missions, on va dire. Ou bien dans des pays un peu compliqués comme Haïti ou l'Afghanistan. Par exemple, en Afghanistan, on intervient toujours malgré la situation très dramatique pour l'éducation des filles.
Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est dans mon ADN, si je puis dire. Et quand on a démarré au Niger, ensuite, il y a eu comme une sorte d'histoire d'amour avec ce pays, parce qu'on est dans un pays semi-désertique. C'est vraiment l'accueil inconditionnel des gens du désert. Et voilà, une population très résiliente et très courageuse. Et je me suis toujours sentie bien là-bas, en fait. Et alors toi, Omar, compte tenu des fonctions que tu exerces au Niger, pourquoi est-ce que tu décides de t'engager avec une association locale qui va travailler justement sur cette thématique d'éducation? C'est quoi le déclic? Personnellement, j'ai eu, je dirais, la chance d'avoir étudié ça avec une bourse de l'État. J'ai commencé à travailler et c'est dans l'exercice de mes fonctions que j'ai rencontré les animateurs de cette association, les premiers, en fait, avec les premiers enfants qu'ils ont recrutés. Il faut préciser qu'au Niger, l'état civil n'est pas assez bien élaboré. Pour les enfants qui sont nés dans les centres de santé, ils peuvent avoir automatiquement leur acte de naissance. Mais la particularité du Niger, c'est que la plupart ou la majorité des naissances sont faites à la maison. Et les parents oublient carrément de venir déclarer les naissances. C'est lorsqu'on veut inscrire les enfants à l'école que se pose la nécessité d'avoir ces actes de naissance, les extraits de naissance des enfants. Après le recrutement de la première promotion des enfants de l'internat, les promoteurs de l'école sont venus à la justice pour établir les actes de naissance. Et le hasard a fait que ce jour-là, c'était moi qui étais en fonction. Ils m'ont exposé les problèmes. J'ai pris en charge l'audience pour faire des jugements supplétifs d'actes de naissance à tous les enfants. En réalité, c'est une histoire vécue parce que moi-même, j'avais été inscrit à l'école sans acte de naissance. Il a fallu, en classe de CM2, avant de faire l'examen d'entrée en 6e, que mes parents ont pu me faire un acte de naissance. Donc, au vu de mon histoire vécue, au vu de ce que j'ai, évidemment, le déclic est parti de là et je me suis engagé à venir soutenir cette initiative. Et voilà comment c'est parti. Ouais. Et puis peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas bien le contexte de l'éducation au Niger, parce que quand on préparait le podcast, je sais plus lequel d'entre vous a dit, aller à l'école, c'est un privilège au Niger. Peut-être rappeler un peu les chiffres en général, et puis dans des provinces plus rurales comme Zinder, là où vous êtes très présent, est-ce que tu peux nous redonner un peu? Évidemment, aller à l'école, c'est un privilège. Il n'est pas donné à n'importe qui. C'est-à-dire que pour les parents, à l'âge de 6 ans ou 7 ans, le réflexe n'est pas d'inscrire les enfants à l'école, c'est de s'occuper d'autre chose. Les enfants qui vont à l'école, ça, je me dis que c'est plutôt... C'est lorsque les parents sont poussés, moi, eux-mêmes étaient à l'école peut-être. Voilà, qu'ils partent à l'école. Mais sachant que comme il y a 80% de la population au Niger qui vit en zone rurale, et en zone rurale, c'est moins d'un enfant sur 2 qui ne va pas à l'école du coup. Ça fait quand même beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Puis ensuite, après, au collège, il y a la moitié des enfants du primaire qui ne vont pas au collège. Donc, on arrive à des chiffres entre 20 et 25% de la classe d'âge qui va au collège. Et ensuite, au lycée, c'est à peu près 5% au mieux de la classe d'âge qui va passer son bac. C'est quand même des taux de scolarisation extrêmement faibles. Et il faut préciser qu'à l'époque, c'est pas dans chaque village qu'il y a une école. Il y a une école pour une grappe de village. Encore faudrait-il que les parents puissent accepter d'amener les enfants. Ouais. Oui, et puis on peut aussi dire que il y a une forte natalité au Niger. Voilà, c'est vrai que c'est des familles où il y a 10 enfants. Le taux moyen d'enfants par femme est entre 6,5 et 7. L'État est tout le temps en train de courir derrière le nombre de naissances, en fait, et n'arrive pas à équiper le pays, parce que c'est quand même un pays qui est parmi les plus pauvres du monde. Et donc, donc il y a éventuellement des petites écoles rurales pour plusieurs villages. Ensuite, il n'y a pas de collège. Donc, un parent, comment est-ce qu'il va envoyer son enfant au collège à 30 km, alors que déjà, il n'a pas de quoi faire manger sa famille dans la journée. Donc voilà, c'est des choses qui... C'est pas du tout la préoccupation des parents.
Ben ça, on y reviendra parce que c'est justement un problème auquel vous essayez, vous répondez. C'est pour ça qu'on est là. Avec les internats. Et avant ça, peut-être revenir sur la chronologie de votre rencontre, parce qu'elle est amusante, cette rencontre. C'est un peu un hasard, c'est le fruit du hasard, le choix de la fondation de s'impliquer à Zinder. Tu peux nous raconter, Marie ? Oui, alors c'est vrai qu'on intervenait ponctuellement dans certains pays d'Afrique, et puis il y a un ancien collaborateur de mon père, un Allemand, qui est parti diriger la coopération allemande au Niger, et qui s'est trouvé muté à Zinder. Et donc, c'était en 2006, l'année où on crée notre fondation. Donc, du coup, comme il a su qu'on créait la fondation dans le domaine de l'éducation, etc., il nous a appelés en disant Olivier et Marie, il faut que vous veniez à Zinder. Donc, voilà, on a débarqué là-bas et il nous a présenté une petite association à l'époque d'instituteurs et de professeurs qui avaient l'idée des internats. Parce qu'en fait, les internats ont existé du temps de la colonisation. C'était pas forcément des internats très gais, parce que c'était les enfants nés du métissage, malheureusement, qui étaient un peu abandonnés, on va dire, par les pères, majoritairement français, qui étaient éduqués là. Et ensuite, il y a eu des internats publics, d'ailleurs, dont tu as bénéficié, toi, Omar. Oui. Et on voit toute la génération des gens qui ont entre 50 ans et 80 ans aujourd'hui, qui ont des postes élevés au Niger, sont issus de ces internats publics. Mais ils ont disparu dans les années 80 parce qu'il y a eu des gros problèmes climatiques et des gros problèmes économiques dans cette zone à cette époque-là. Donc l'idée, c'était de revenir vers des internats, un peu comme un projet pilote aussi pour aussi soutenir d'une certaine manière l'État du Niger en faisant un projet qui fonctionne bien, qui soit pilote et puis qui puisse ensuite être dupliqué par les autorités. Donc le premier à Zinder, et est-ce qu'on peut revenir sur comment ils fonctionnent ces internats ? À quel profil d'élèves ils s'adressent ? Est-ce qu'ils sont tous mixtes ? Est-ce qu'il y a des internats pour les filles ? Comment est-ce qu'ils sont gérés au quotidien ? Alors, le premier internat qu'on a à Zinder, c'est un internat mixte. À parité, on essaie de faire une parité filles-garçons avec légèrement un nombre plus élevé de filles. Alors, le recrutement se fait sur la base d'un choix d'école, un choix d'école dans la zone de Zinder. Et dans ces écoles, dès la rentrée pratiquement, nous informons la direction et les services techniques de l'État pour leur dire que nous voulons intervenir dans telle école, un certain nombre d'écoles. Donc, en début d'année, au deuxième trimestre, dans ces écoles, nous informons les parents comme quoi nous organiserons un test vers la fin d'année, un test d'admission pour les enfants dans nos internats. Donc, les parents sont informés. Les enfants vont bénéficier de cours de soutien en vue de préparer le test. Donc, en fin d'année, lorsque les enfants admettent au test, les parents sont informés des conditions d'accueil et les enfants sont pris de leur village pour les amener dans nos internats. L'un des critères, c'est qu'il faut que les parents n'aient pas été à l'école. D'accord. C'est le premier critère. Il y a des critères sociaux qui sont forts. Ensuite, des enfants issus de familles vulnérables. Des familles vulnérables. Ce sont nos deux principaux critères. Donc, à partir du moment où les enfants sont admis, les parents peuvent venir visiter l'internat, les conditions d'accueil, et à la rentrée scolaire prochaine, tous ces enfants sont regroupés dans nos internats. À partir de leur inscription dans les internats, ils ont un dossier médical, un dossier de santé, parce qu'ils n'en ont pas dans les villages. On se met effectivement en charge, on prend en charge de reconstituer l'état civil en faisant la demande. On les inscrit dans les établissements privés d'abord, et c'est par là qu'on est venu dans les établissements publics. Ils sont nourris à l'internat, logés, ils sont suivis. Et à l'intérieur de l'internat, ils ont des cours d'appui dans les matières où ils ont des difficultés. Maintenant, au sein de ces internats, on a une équipe aussi qui est chargée du suivi de ces enfants. Le suivi pédagogique, le suivi santé, au niveau de la cuisine et de la restauration. Donc voilà comment nous nous organisons pour l'accueil des enfants. Et là, à partir de la rentrée, l'assiduité est un des critères pour nous. L'assiduité au cours, parce que nous faisons les suivis, mais aussi nous avons le directeur pédagogique qui suit encore ces enfants dans les écoles.
Et donc, du coup, les enfants, ils restent plusieurs années dans l'internat. Généralement, ils arrivent au début du collège, ils vont rester tout le collège, éventuellement jusqu'au lycée, si on est toujours dans la zone. Je dirais que le contrat moral avec les parents, c'est d'accompagner les enfants jusqu'à un diplôme. Donc après, ça va dépendre des performances scolaires de l'enfant, de sa motivation, de la motivation aussi des parents pour accompagner leurs jeunes. Parce que même s'ils n'ont pas fait d'études, je veux dire, l'intelligence, heureusement, est partout. Et moi, c'est vrai que je suis épatée par la manière dont des parents qui n'ont pas été à l'école, qui sont des agriculteurs, suivent leurs enfants dans des carrières, enfin dans des études de médecine ou d'ingénieur, etc. Ils nous font confiance en fait quand on leur dit voilà, votre enfant a telle qualité, il va pouvoir bien s'adapter à ce type d'études. Le jeune est motivé et c'est vrai qu'on arrive à avoir des beaux résultats. Donc ça peut être, on va dire, le brevet, ça peut être le bac, ça peut être un CAP, où là, on a des jeunes qui sont en master, on a un jeune, par exemple, qui est en 7e année de médecine. Enfin, vous voyez, après, on les suit. De beaux succès. En fait, c'est comme une grande famille. C'est vrai que Omar et moi, on est un peu comme le tonton et la tantie de toute cette grande famille, les parrains et marraines, on va dire. Donc, il y a les parents qui ont... Voilà, on se substitue évidemment pas du tout au rôle de parents. Mais donc, on accompagne chaque enfant individuellement comme si c'était notre filleul et d'essayer de le conseiller le mieux possible, voilà, selon les possibilités locales d'études au Niger ou dans la sous-région, comme on dit, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest aussi, sachant qu'on a un cas exceptionnel d'une petite qui a fait des études aux États-Unis grâce à une bourse, mais qui était particulièrement brillante. Donc voilà, elle a gagné une bourse pour aller au Canada. Ensuite, elle a gagné une bourse pour aller aux États-Unis. Et aujourd'hui, elle travaille dans le domaine du pétrole à Oklahoma City. Mais voilà, on en a une comme ça et on les pousse pas du tout à faire des études à l'étranger. C'est plutôt vraiment essayer de faire des études au Niger ou en Afrique de l'Ouest quand il y a d'autres possibilités d'études. Voilà. Oui, mais avec une logique d'ascension sociale et les aider à décrocher un diplôme. Exactement. Et de revenir ensuite dans leur pays ou en Afrique de l'Ouest s'ils sont déjà bien implantés là. Parce que c'est un peu comme nous en Europe, en fait, les pays, voilà, il y a beaucoup de mobilité entre les pays. Sachant que la mobilité, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, elle date même d'avant la mobilité dans la communauté européenne. Omar, la CEDEAO. Oui, CEDEAO. C'est pas nous, les Européens, qui avons inventé la mobilité, c'est plutôt en Afrique. Et donc, voilà, nos jeunes, ils peuvent aussi aller dans des pays voisins ou bien revenir au Niger et puis, voilà, être ingénieurs. On a beaucoup de jeunes dans le domaine de la santé quand même et de l'éducation. Parce que c'est vrai que comme ils viennent de zones rurales, pour eux, la santé et l'éducation, c'est quand même les bases. Ouais. Voilà, donc ils sont très impressionnés et motivés par ce type de métier. Par ces secteurs. Et alors sur les filles, parce que je sais qu'il y a aussi des internats de filles qui fonctionnent un peu différemment, avec un modèle de gouvernance aussi un peu différent. On peut revenir là-dessus. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a créé depuis plusieurs années aujourd'hui plusieurs internats de filles qui sont plus proches des villages en fait. Et du coup, on implique davantage les parents. C'est-à-dire que les mères viennent travailler bénévolement 15 jours à tour de rôle, elles se relaient. Et franchement, c'est extraordinaire parce que donc on a ces mères des villages qui viennent passer 2 semaines à l'internat, qui font la cuisine avec les filles, qui surveillent les filles la nuit, etc. Et qui finalement vivent comme le personnel pédagogique, qui sont sensibilisés aussi à l'intérêt de l'école, qui sont sensibilisés aussi aux actions de santé qu'on fait vis-à-vis des jeunes. Et ensuite, ce sont nos meilleures promotrices dans les villages. Donc, non seulement les filles sont rassurées d'avoir les mères qui viennent auprès d'eux, et les mères sont contentes de voir leurs filles. Et en plus, quand elles rentrent au village, elles vont parler avec toutes leurs amies au marché, etc., du fait que ça se passe bien pour les enfants. Et nous, notre idée, c'était avec Omar de faire un internat plus simple, on va dire, moins coûteux aussi, et qui soit peut-être plus ensuite duplicable par la population, parce que finalement, voilà, on a une équipe pédagogique qui est assez restreinte, et ça pourrait permettre peut-être à certaines communes ou à certains départements de pouvoir dupliquer plus facilement ce type d'internat. Et alors, vous voyez déjà, on viendra tout à l'heure sur les résultats, mais l'impact justement de cet accès aux internats et à la scolarité pour les jeunes filles. Est-ce que vous voyez un impact aussi sur typiquement tout ce qui est grossesse précoce parmi les jeunes filles qui viennent, et puis peut-être aussi le maintien en scolarité par rapport au décrochage ou au risque de décrochage plus fort chez les filles? C'est extraordinaire, oui, Omar, je te laisse la parole. Déjà, une fille qui reste à l'école, donc on repousse l'âge du mariage. Une fille qui reste à l'école, elle a cette capacité d'appréhender ou d'être émancipée, de mieux comprendre son développement corporel à elle. Parce que souvent,
Ce qui se passe, même les grosses indésirées, c'est par ignorance. Alors que lorsqu'elles sont en internat, lorsqu'elles sont à l'école, elles sont mieux sensibilisées. Ouais. Pour faire face à ce genre d'imprévus de jeunes filles. Mieux, ces internats de jeunes filles que nous avons, avec la présence des parents, les parents se rendent compte que finalement, vivre à l'internat, ce n'est pas qu'on leur ait arraché les enfants, mais c'est plus pour donner un meilleur cadre. Une sécurité. Une sécurité, voilà, c'est le mot. Une sécurité à ces enfants parce que ce sont les parents eux-mêmes qui viennent les surveiller. Donc les filles sont à l'abri de certaines mauvaises surprises. Quand les filles sont à l'internat, les parents les surveillent, donc ça nous ouvre beaucoup, ça crée la confiance en réalité. On a, comme je dirais, un contrat de confiance entre nous et les parents. C'est un cadre rassurant. Un cadre rassurant. Mais c'est vrai que la protection de l'enfance, c'est un sujet qui est très important pour nous et qu'on s'est mis vraiment à niveau au cours des années. Et là, aujourd'hui, on a un plan de protection de l'enfance, les équipes sont formées, il y a un code de conduite qui est signé, les jeunes, les bénéficiaires sont sensibilisés. Enfin, voilà, il y a des boîtes de dénonciation que les enfants utilisent. Alors, on n'a jamais eu de cas grave, Omar, mais c'est vrai que c'est plutôt, on va dire, des fâcheries entre élèves ou ce genre de choses. Mais voilà, la protection de l'enfance, c'est vraiment de nos bénéficiaires, de nos jeunes bénéficiaires, c'est notre priorité. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir ces jeunes, filles ou garçons, nous approcher, se confier à nous. Ils acceptent qu'on soit parents et quand une fille s'ouvre à moi, derrière le match, je me dis, mais qu'est-ce qui a créé cette confiance Ouais, c'est très beau. Oui, c'est très... Le temps, sûrement. Le voilà. temps. Toi, t'es vraiment le tonton. Dès que t'arrives à l'internat, toutes les filles, tonton Omar. Mais c'est vrai que c'est vrai que les jeunes se confient quand ils ont des problèmes, etc. Et on est vraiment comme des parrains et marraines, en fait, dans leur esprit, je pense. Et ça, c'est important. Ouais, mais c'est aussi lié, j'allais venir, à la régularité de ta présence sur le terrain, parce qu'il faut quand même dire que tu vis à Paris, l'essentiel de ton temps, mais 4 à 5 fois par an, tu vas au Niger, sur place, à Niamey, notamment, mais pas que. Et en fait, comment est-ce que tu as trouvé ta place dans ce projet ? Comment tu t'es imprégné de la culture locale ? Parce que tu l'as découverte avec ce projet à Zinder. Et qu'est-ce que tu retiens de cette découverte, de cette culture ? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé ? Alors, c'est vrai, comme je le disais au début, il y a une sorte d'histoire d'amour avec ce pays quand même, et avec et cette population, les hommes et les femmes et les enfants de ce pays. En fait, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'être chez moi. Je me sens bien, je me sens vraiment à ma place. Et je pense que l'idée, c'est avec Omar, en fait, on a toujours travaillé dans... je veux dire, on n'est pas là à imposer des idées. Je veux dire, on est avec une équipe qui est 100% nigérienne. Et l'idée, c'était toujours de trouver des solutions ensemble à des problématiques ou d'essayer de trouver des développements ensemble, des stratégies, etc. Donc moi, je suis jamais là en train d'imposer des choses. On est toujours en train de faire un travail collégial. Et donc, du coup, ça m'a permis de mieux comprendre la culture, les habitudes, etc. Parce que, j'essaie de voir comment nos choix vont pouvoir s'insérer dans la culture. Alors, on va pas respecter entièrement tout, parce que tout n'est pas forcément bénéfique pour les enfants. Mais en tout cas, nous, on laisse les enfants dans leurs racines. L'idée, c'est surtout pas de les dénaturer, mais c'est d'essayer, de les faire progresser dans des études qui déjà créent en eux une sorte de conflit de loyauté entre la vie villageoise qui est très communautaire et très solidaire, et puis en fait leur destin individuel, parce c'est eux qui font leurs études, c'est pas les petits frères et sœurs, c'est pas les parents. Donc du coup, forcément, ils ont une trajectoire qui est différente. Donc il faut les accompagner là-dedans, tout en conservant leur culture d'origine et en même temps en les ouvrant au monde. Donc, en fait, moi, j'ai fait un peu ce travail-là comme eux, c'est-à-dire que je me suis ouverte beaucoup à la culture locale, sachant qu'au Niger, il y a plein de cultures différentes, parce qu'il y a une dizaine d'ethnies différentes, il y a une dizaine de langues différentes. Mais c'est ça qui est merveilleux, et les ethnies s'entendent très bien entre elles aussi. Donc, et par exemple à l'internat, on a toutes les ethnies du Niger, Omar. Et franchement, il peut y avoir parfois des histoires de curiosité ou un petit peu des antagonismes entre les enfants, mais finalement ça se passe bien et ça les apprend justement à vivre ensemble. Ouais, c'est une belle leçon Donc moi au Niger, je me sens bien, donc j'y vais, c'est vrai, souvent, mais je pense que c'est important, comme on dit en Afrique, d'aller au fond de la marmite et d'aller voir les problèmes, parce que même si on parle tous les jours avec les équipes, parfois, on arrive sur place et on se dit, mais finalement, c'était pas comme je l'imaginais, ou c'était pas tout à fait comme ce que tu m'avais dit, donc on va essayer d'arranger ça ou de mieux organiser ça.
Donc voilà, c'est plutôt un plaisir d'aller au Niger. Mais quand on a un extérieur qui nous amène, on discute des voies et des problèmes qu'elle voit, on essaie de trouver une solution. Et ce que je peux témoigner, c'est que sa présence est toujours appréciée, surtout par les enfants. Tante Marie est là, Tante Marie est là. Donc, chaque fois, à la descente, il faudrait passer voir Marie. Et chacun voudrait échanger un petit mot avec elle. Alors, échanger avec 450 enfants, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va le faire. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à 11 établissements sur trois grands sites, dans 3 localités. À peu près 5000 enfants, c'est ça, qui sont concernés par le projet. Vous avez beaucoup grandi. Alors, qui ont été pris en charge par le projet au cours des années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le nombre de jeunes ou d'enfants qu'on prend en charge dans les 11 établissements, c'est à peu près entre 1400 et 1500 jeunes par an. Mais bon, il y a eu une montée en puissance, évidemment, sur toutes ces années. Sachant qu'en internat, il y a déjà près de 500 enfants, mais qui peuvent rester avec nous pendant 10 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de turnover, on va dire, dans les internats. Sachant que quand même, cette année, on a recruté près de 90 petits-enfants donc pour rentrer en 6e dans les internats. Parce que maintenant qu'on a 6 internats, c'est vrai que pour les remplir, entre guillemets, chaque année, il y a une quinzaine de jeunes qui va dans chaque internat, entre 15 et 20 jeunes. Donc du coup, il y a beaucoup de nouveaux. Mais ça se passe bien. C'est vrai que maintenant, on a pris un peu notre rythme de croisière et franchement, l'équipe, elle est top, elle est très engagée, elle est bien formée, elle est très motivée. Donc, il n'y a pas. Ça, c'était ma question sur l'équipe. Comment est-ce que justement, donc on a parlé de tout ce qui était safeguarding tout à l'heure, mais comment est-ce que vous formez cette équipe? Comment est-ce qu'aussi vous la maintenez en place? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des temps de trajet pour ces personnes qui viennent travailler dans les établissements. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas trop de turnover, qu'il y a une fidélité? Non, en fait, je dirais pas que un critère de recrutement, non. Les gens qui ont été recrutés, on s'est formés tous sur l'État et finalement on a trouvé une sorte de canevas que tout le monde accepte, qu'on a préparé tous ensemble, qu'on a tous accepté. Et finalement, chacun s'incruste avec la philosophie de l'internat, servir les enfants dans des conditions pour qu'ils puissent réussir. Voilà un peu comment nous faisons. Donc nous avons un directeur du centre qui s'occupe de toute l'équipe. On a un ou deux surveillantes de nuit et de jour pour s'occuper de la vie à l'intérieur dans les dortoirs. On a un ou plusieurs directeurs pédagogiques qui suivent les études. Et tous ces moments se réunissent chaque semaine pour faire le point de la situation. Parce que quand on fait les inspections, on inspecte même les dortoirs. On inspecte même les lits. C'est bien tenu. Oui, c'est bien tenu. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, ce qui m'étonne positivement au Niger, c'est que d'abord, on trouve toujours beaucoup de personnel très qualifié. Après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés dans le domaine de l'éducation, qui est quand même notre domaine, ou dans la sociologie, ou dans la pédagogie, etc. Après, c'est vrai qu'il faut trouver des gens qui soient un peu sur la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire qu'ils soient engagés, parce que nous, on demande beaucoup de travail, et qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient courageux. Enfin, il y a des critères. Et ce qui est sympathique quand même, Omar, aujourd'hui, c'est qu'on a aussi pas mal d'anciens élèves de chez nous qui peuvent tenir des postes chez nous. Donc, par exemple, qui tiennent. Succès, ça. Donc, par exemple, on a nos 3 internats de jeunes filles qui sont tenus par des anciens de chez nous. Donc, une jeune femme et 2 jeunes garçons, 2 jeunes hommes, parce qu'ils ont entre 25 et 30 ans. Et franchement, c'est top d'avoir des nouveaux établissements qui sont démarrés par des anciens de chez nous. Et on a pas mal d'anciens aussi qui sont à d'autres postes. On a peut-être une dizaine d'anciens qui travaillent dans le programme. C'est quand même une belle marque de réussite de l'intégration et puis de l'adhésion au modèle aussi. C'est ça. Et alors, je voudrais revenir aussi peut-être sur le modèle économique, parce que je sais qu'au démarrage, la Fondation Yara a été un financeur clé du programme. Aujourd'hui, vous avez avec succès diversifié les sources de financement. Vous arrivez à maintenir une forme d'équilibre entre des financements publics et pas mal de mécénat privé. Alors, comment est-ce que vous impulsez la dynamique? Quel dispositif avez-vous mis en place justement pour continuer à collecter et à faire grandir ce budget à l'image du projet qui, lui, ne cesse de grandir? C'est ça. En fait, la Fondation est vraiment à l'origine donc, du premier internat et donc finançait, on va dire, à 100% les premiers mois, les premières années, etc. Puis après, ça a commencé à grandir et c'est vrai qu'on s'est tourné du coup vers d'autres
d'autres sources de financement. En fait, on a toujours eu une fondation et une association, parce que la fondation ne peut pas être opératrice, puisqu'elle est sous égide. Donc, c'est vraiment l'association qui est opératrice. Et donc, l'association, elle a énormément grandi pour le budget, parce qu'elle s'est adaptée peu à peu au nombre d'établissements qui ouvraient. Donc, on a à peu près 25% de fonds publics, français, européens, suisses. Et puis, on a 75% de fondations privées, des fondations d'entreprises ou des fondations familiales qui nous soutiennent. Dans différents pays européens, mais aussi aux États-Unis. Et puis au Niger, on avait aussi quelques partenaires. Mais c'est vrai qu'avec le changement politique en 2023, certains partenaires ont quitté, ou certaines coopérations ont fermé leurs activités pour l'instant. Mais bon, écoutez, ça ne nous empêche pas de continuer à nous développer, mais en essayant de trouver des astuces pour ne pas avoir un budget qui enfle malgré le nombre d'établissements qui augmente. Ouais, c'est ce que tu expliquais. C'est la quadrature du siècle. Ouais, avec l'internat test dont tu parlais tout à l'heure, avec une gestion un peu plus indépendante, en tout cas gérée directement par les familles. Et alors, tu évoquais justement les changements récents dans la région. Vous opérez quand même dans un contexte où il y a des tensions régulières. Comment vous arrivez à naviguer, à faire grandir le projet avec ces crises? Ce qui est intéressant, on ne s'occupe pas trop de tout ce on ne s'occupe pas de ce qui est politique. On travaille avec les services techniques de l'État qui sont permanents. Et ces services techniques nous fournissent l'assistance, ce qui fait que tout ce que nous faisons rentre dans le cadre du programme de l'État. Les programmes de l'école sont ceux de l'État. Maintenant, nous faisons ce travail sous l'égide de la Direction régionale de l'éducation nationale, ce qu'on appelle ici l'inspection académique. De ce fait, on ne sent pas trop les changements entre griffes, mais à l'intérieur, nous continuons à faire notre travail et nous invitons les autorités à venir. Pas plus qu'à peu près un mois, nous avons reçu la ministre de l'Éducation nationale qui a visité nos installations et qui était, je vous dis, agréablement surprise. Pour le directeur régional, il me dit que c'est la meilleure visite, c'est la meilleure réussite qu'il a eu dans son inspection. C'est dire. Un beau compliment. Vous pouvez être fier de vous et c'est aussi une belle reconnaissance de la légitimité de votre approche et du programme. Mais ça suppose quand même d'agir avec pas mal d'agilité et j'imagine que tu puises beaucoup dans tes ressources, ton enfance déjà, parce que tu as vu ton père gérer son entreprise et puis toi-même avec tes expériences, je suppose que tu es contente de mobiliser ces compétences d'entrepreneur agile au quotidien pour piloter ce projet et proposer des innovations. C'est utile. Alors, c'est vrai que c'est un projet qui est 100% nigérien, qui est géré par des Nigériens. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas de problème politique en ce moment, parce que c'est très neutre. Mais on est vraiment dans de l'entrepreneuriat social, en fait, parce qu'on est vraiment en train d'essayer de développer ça un peu comme une start-up, en le développant de manière exponentielle, à partir de valeurs ou d'une énergie qui serait plus dans de l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que je disais tout à l'heure que toutes les idées viennent de là-bas, etc. Mais comme le disait Omar, c'est vrai que la rationalité, la manière d'organiser les choses, la manière d'organiser l'équipe, de la former, tout ça. Et puis la gestion aussi des ressources financières, parce qu'on suit très très près avec Omar tout l'aspect financier, les dépenses, etc. On a un commissaire aux comptes sur place qui fait des audits 2 fois par an. Et tout ça est extrêmement suivi. Donc on va dire qu'il y a vraiment une rationalité comme dans une entreprise en fait, alors qu'on est sur un domaine éducatif, pédagogique, social. Oui, très encadré. C'est sûr que dans la gestion des fonds aujourd'hui, on est pris entre deux. D'abord bien gérer les fonds, bien gérer, mais aussi songer à faire des économies budgétaires. Surtout ce qui est superflu, alors que là, rien n'est superflu. Il faudrait donc gérer au mieux tout euro qu'on reçoit. Il faudrait gérer au mieux en ne touchant pas à l'éducation des enfants. La qualité de l'éducation. La qualité, oui, voilà. La qualité ne doit pas s'en ressentir. Bien sûr. Voilà entre quoi on doit naviguer.
En tout cas, vous avez un beau bilan à votre actif au bout de 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années ? Oui, on se projette dans les 10 ans parce qu'en fait, c'est très simple. Comme on recrute des enfants qui rentrent au collège, en fait, dans 10 ans, ils auront leur bac. Donc, on se dit que les nouveaux de 2025, ils auront leur bac en 2035. Donc, on se projette déjà. Notre idée, c'est vraiment de continuer à ouvrir des internats qui soient le plus possible gérés par les parents. D'ailleurs, il y a quelques mois, on a ouvert un internat 100% parental. C'est-à-dire que c'est que les parents qui s'occupent de... Et nous, on est là juste pour les organiser, les conseiller. Donc, on voudrait on voudrait essayer d'ouvrir plus d'internats de ce type. On voudrait aussi développer la formation professionnelle. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est aussi 50% de notre activité, c'est-à-dire de former en fait des enfants qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont dû arrêter l'école malheureusement, qui sont déscolarisés. Et donc ça, c'est un gros problème au Niger et dans tous les pays pauvres, on va dire. Donc nous, on arrive avec ce programme à former les jeunes en une année avec un stage, toute une aide à l'insertion. On arrive à les former et à les insérer à plus de 80% dans la vie active. Dans beaucoup de métiers différents, je crois. Dans une douzaine de métiers différents. Donc du coup, ça, on aimerait bien aussi pouvoir développer toute cette activité de formation professionnelle. Parce que les internats, il y a quand même un coût aussi, et c'est vrai qu'en période de restriction budgétaire, on va essayer de développer plus la formation professionnelle, ce programme-là. Alors, comme perspective, c'est que je dirais que nous sommes victimes de notre réussite. Parce que là, je reçois des appels des gens qui sont demandeurs, des villages qui sont demandeurs de notre présence. Venez, nous avons des enfants à inscrire. Il faut qu'on tienne compte de nos critères. Venez installer un internat chez nous. Il faudrait avoir les moyens. Les besoins sont là, sont énormes, mais notre budget ne suit pas. Donc, dans les 10 ans à venir, on voudrait aussi avoir les moyens de couvrir, en tout cas de satisfaire toutes les demandes, de satisfaire les principales demandes. Voilà un peu les perspectives d'avenir. Ouais, donc il faut continuer à vous soutenir, à vous suivre et à accompagner le projet autant qu'on peut. Aussi, avec les 20 ans, on va sortir un livre là dans un mois qui est écrit par les enfants. Donc on a 20 jeunes des internats qui ont écrit ce livre et puis on a 20 artistes du Niger qui illustrent les textes des enfants avec des très belles photos ou des très beaux tableaux. Et c'est vraiment pour montrer les aspirations de la jeunesse du Sahel, on va dire de l'Afrique de manière générale. Et puis aussi les aspirations des artistes qui, en ce moment, ont quand même beaucoup de difficultés avec la crise géopolitique au Sahel actuel. Ils ont beaucoup de difficultés à vivre et à faire parler de leur art. Donc, on va essayer avec ce livre qui s'appelle « L'appel du Niger », de faire parler du Niger. C'est le Niger qui nous appelle et c'est nous qui sommes appelés par le Niger. Omar, Marie, merci à tous les deux pour ce temps d'échange absolument passionnant qui nous a prouvé une fois de plus que certaines rencontres ont ce pouvoir transformateur de faire bouger les lignes et que l'engagement sur le temps long peut vraiment produire de belles réussites, en l'occurrence aujourd'hui en matière éducative, puisqu'avec l'ouverture de vos 11 établissements, vous avez pu toucher près de 5000 enfants en l'espace de 20 ans. Bravo à tous les deux et merci pour cet échange. Merci beaucoup Claire.